James Baldwin, si Beale Street pouvait parler. Mon échalade sœur est arrivée. Je l'entends taquiner papa. Elle s'occupe de gosses dans un foyer pour enfants inadaptés. Des gosses jusqu'à 14 ans, de toutes couleurs, garçons et filles. C'est un travail très dur, mais ça lui plaît. Si ça lui plaisait pas, je suppose qu'elle pourrait pas le faire. C'est drôle, les gens. Quand elle était petite, Ernestine était d'une coquetterie incroyable. Il fallait tout le temps que maman lui boucle les cheveux. Ses robes étaient toujours propres, et elle était sans cesse plantée devant le miroir, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'elle était aussi belle. Je la détestais. De 4 ans mon aînée, elle ne daignait même pas me remarquer. Nous étions comme chien et chat. Maman essayait de ne pas prendre nos disputes trop au sérieux. Elle pensait que 6, c'est moi qui l'appelais ainsi, une façon de lui refuser son nom, et aussi peut-être d'affirmer mes droits sur elle, avait l'étoffe d'une artiste et ferait une carrière dans le monde du spectacle. Cette perspective ne l'enchantait guère, mais elle ne pouvait pas oublier qu'elle-même, Sharon, avait jadis essayé d'être chanteuse. Tout à coup, presque du jour au lendemain, tout changea. 6 grandit. Elle grandit et maigrit. Elle se mit à porter des pantalons. Fini les boucles. Elle commença à lire comme si les livres étaient menacés de disparition. Chaque fois que je revenais de l'école, je la trouvais roulée en boule sur le divan ou allongée sur le parquet, en train de lire. Elle n'ouvrit plus un journal. Elle cessa d'aller au cinéma. Je n'ai rien à foutre de tous les mensonges de l'homme blanc, disait-elle. Il a déjà assez empoisonné mon esprit avec ses saloperies. Mais il n'y avait aucune raideur en elle, aucune agressivité. Et pendant ce temps, elle ne parla pas des livres qu'elle lisait. Elle devint beaucoup plus gentille avec moi. Son visage changea. Il devint plus osseux, plus secret et plus beau. Ses yeux en amande s'assombrirent de toutes les tristesses qu'il commençait à apercevoir. Elle renonça à poursuivre ses études et travailla dans un hôpital pendant quelques mois. Là, elle fit la connaissance d'une petite fille. La petite fille se mourait, et à peine âgée de 12 ans, elle était déjà une droguée. Et ce n'était pas une noire, elle était portoricaine. C'est alors qu'Ernestine commença à s'occuper d'enfants. « Où est Jézabel ?» Elle m'appelait ainsi depuis que je travaillais au rayon parfumerie d'un grand magasin. Il trouvait très audacieux, très progressiste, de donner cet emploi à une jeune fille de couleur. Je reste debout toute la sainte journée derrière ce comptoir, à sourire jusqu'à m'en décrocher la mâchoire et à faire sentir le dos de ma main à de vieille dame. 6 prétendaient que le soir, je puais comme une pute de Louisiane. Elle est rentrée, elle se repose. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est fatiguée, elle est allée voir Fonny. Comment va-t-il? Il va. Seigneur, j'ai besoin d'un verre. Tu veux que je fasse la cuisine? Non, je vais m'en occuper dans 1 minute. Elle a vu Monsieur Hayward? Arnold Hayward est l'avocat de Fonny. C'est 6 qui l'a trouvé par le biais de son foyer d'enfants qui est bien obligé de temps en temps d'avoir affaire aux avocats. Non, elle le voit lundi soir après son travail. Tu vas avec elle? Je crois que ça vaut mieux. Oui, moi aussi. Papa, arrête d'ingurgiter toute cette bière, tu vas devenir énorme. Je t'appellerai de mon travail avant. Tu veux un peu de gin dans ta bière, mon vieux? Pose la bouteille sur la table, ma chère fille, avant que je me lève. Te lever? Pourquoi? Pour te donner une raclée. Tu ferais mieux d'écouter plus attentivement Aretha Franklin quand elle chante Respect. Tu sais, Tish pense que ce type va encore nous demander de l'argent. Écoute, papa, nous lui avons versé une provision. C'est pour ça que nous autres, on n'a rien à se mettre sur le dos. Je sais que c'est à nous de payer les frais, mais il n'est plus censé recevoir d'argent jusqu'au moment du procès de Fonny. Il dit que c'est un cas difficile. Merde, pourquoi c'est fait un avocat? Pour faire de l'argent, dit maman. Quelqu'un a vu les Hunt ces jours-ci? Elles veulent rien savoir de cette affaire, tu le sais. Madame Hunt et ses 2 camélias de filles se sentent déshonorées, et le pauvre Frank n'a pas un sou. Bon, ne parlons pas trop de tout ça devant Tish. Nous nous débrouillerons d'une façon ou d'une autre. Merde, il le faudra bien. C'est comme si Fonny faisait partie de la famille. Il en fait partie, dit maman. J'ai allumé la lumière dans la chambre de maman pour qu'il sache que je me levais. Avant de sortir, je me suis regardé dans la glace et j'ai vaguement tapoté mes cheveux. Eh bien, a dit 6, je ne peux pas dire que la sieste ait des effets foudroyants sur ta beauté, mais j'admire ta persévérance. Maman nous a invités à transporter nos derrières ailleurs si nous voulions manger ce soir, et nous sommes allés nous installer dans la salle de séjour. Je me suis assise sur un coussin et je me suis appuyé au genou de mon père. Il était 7 heures et la rue se remplissait de bruit. Je me sentais paisible après cette longue journée, et mon bébé commençait à devenir très réel. Je sais pas qu'il n'ait pas été avant, mais maintenant, en un sens, j'étais seul avec lui. 6 avait allumé une seule lampe. Elle a mis un disque de Ray Charles et s'est assise sur le divan. J'écoutais la musique et les bruits de la rue. Papa avait posé sa main sur ma tête. Tout s'accordait. Les bruits de la rue, la voix de Ray et son piano, le contact de la main de mon père, la silhouette de ma sœur sur le divan, et les bruits et la lumière qui filtraient de la cuisine. Comme si nous formions un tableau, immobilisé dans le temps. De tout temps, il y avait eu des gens assis dans une pièce à attendre leur dîner en écoutant du blues.
comme si, à partir de tous ces éléments, cette attente patiente, la pression de la main de mon père, les bruits que faisait ma mère dans la cuisine, les jeux de la lumière dans la pièce, le fond sonore de la musique, le mouvement de la tête d'Ernestine quand elle a allumé une cigarette, celui de sa main qui a posé l'allumette dans le cendrier, le murmure des voix humaines qui montaient de la rue, à partir de cette colère et d'un chagrin calme, presque triomphant, mon bébé se formait lentement. Je me demandais s'il aurait les yeux de Phonie. Question qui avait dû être posée, il n'y avait pas si longtemps après tout, au sujet de Joseph, mon père, dont la main reposait sur ma tête. Une pensée m'a frappé soudain, plus importante que tout le reste. Quelque chose que je savais déjà, mais n'avais jamais analysé. Ce bébé était celui de Phonie et le mien. Nous l'avions fait ensemble. Il était la fusion de nous deux. Je ne savais pas grand-chose de Phonie et de moi. Comment deviner ce que serait cet être issu de nous deux? Mais cela m'a fait penser à Phonie et j'ai souri. Mon père caressait mon front. J'ai pensé aux mains de Phonie, à Phonie dans mes bras, à son haleine, son odeur, son poids, cette présence terrible et si belle qui me pénétrait, au râle qui se nouait de plus en plus profond dans sa gorge, tel des fils d'or, tandis qu'il pénétrait toujours plus loin en moi, comme dans un royaume qui s'étendait juste derrière ses yeux. C'est ainsi qu'il travaillait le bois, c'est ainsi qu'il sculptait la pierre. Si je ne l'avais pas vu travailler, je n'aurais peut-être jamais compris qu'il m'aimait. C'est miraculeux de comprendre que quelqu'un vous aime. Tiche ? Ernestine me parlait. Oui ? À quelle heure tu vois l'avocat lundi ? Après la visite de 6 heures. Je serai chez lui vers 7 heures. Il m'a dit qu'il restait tard à son bureau. S'il veut de l'argent, tu lui dis de m'appeler. Tu as compris ? Je ne vois pas ce que ça changera. S'il veut encore de l'argent, il veut encore de l'argent. Fais comme te dit ta sœur, intervint papa. Il ne te parlera pas de la même façon qu'à moi, tu saisis ? Oui, j'ai dit finalement, je saisis. Mais pour des raisons inexplicables, quelque chose dans sa voix m'a rempli de terreur. Je me retrouvais dans le même état d'esprit que le reste de la journée, seul avec mes ennuis. Personne ne pouvait m'aider, même pas 6. Certes, elle voulait m'aider, je le savais, mais je sentais peut-être qu'elle aussi avait peur, malgré sa volonté de paraître calme et dure. Je devinais qu'elle en savait long dans ce domaine, à cause des gosses de son foyer. J'aurais voulu lui demander comment les gens là-bas s'y prenaient et s'ils réussissaient. Quand nous ne sommes que nous mangeons dans la cuisine. C'est peut-être la pièce la plus importante de la maison, la pièce où se produisent tous les événements de notre vie, où ils naissent, prennent forme et s'achèvent. Ce soir-là, quand le repas était terminé, maman est allée chercher dans le placard une vieille bouteille, une bouteille qu'elle avait depuis des années, de vieux cognac français. C'est un vestige des années où elle chantait, où elle vivait avec son batteur. Ce soir, c'était la dernière bouteille, elle était encore cachetée. Maman l'a posée sur la table devant Joseph et a dit « Ouvre-la ». Elle a sorti 4 verres et s'est tenue debout près de lui, pendant qu'il débouchait la bouteille. Ernestine et Joseph regardaient maman d'un air abasourdi. Moi, je savais ce qu'elle faisait, et mon cœur cognait dans ma poitrine. Papa a ouvert la bouteille et maman a dit « T'es l'homme de la maison, Joe, verse ». C'est drôle, les réactions des gens. Juste avant que quelque chose se produise, on sait presque ce que c'est. En fait, on le sait, je crois. Mais on n'a pas eu le temps et maintenant c'est trop tard de se le dire. Le visage de mon père changea d'une façon impossible à décrire. Il prit la netteté de la pierre, chaque ligne, chaque angle soudain ciselé. Ses yeux noirs s'assombrirent encore. Il attendait, impuissant, que ce qui était déjà su fût exprimé, devint réalité, s'incarna dans des mots. Sis observait maman de ses yeux calmes, de ses longs yeux en amande, et souriait. Personne ne me regardait. J'étais présente pour eux, d'une façon qui n'avait rien à voir avec moi. J'étais présente comme Phonie était présent, comme mon bébé, qui commençait juste à ce moment à sortir d'un long, long sommeil, pour se tourner, pour écouter, pour s'éveiller, quelque part en dessous de mon cœur. Papa a versé le cognac, et maman nous a donné un verre à chacun. Elle a regardé Joseph, puis Ernestine, puis moi. Elle m'a souri. Nous célébrons un sacrement, elle a dit. Non, je suis pas devenue folle. Nous buvons à une vie nouvelle. Tiche va avoir un bébé de Phonie. Elle a touché Joseph. Bois, elle a dit. Papa a trempé ses lèvres. Il me regardait. Nous sentions tous qu'il fallait qu'il parle le premier. Je le regardais. Je ne savais pas ce qu'il allait dire. Il a posé son verre, puis l'a repris. Il essayait de parler. Il voulait parler. Mais il n'y arrivait pas. Et il me regardait comme s'il cherchait quelque chose que mon visage lui révélerait. Un sourire étrange flottait autour de son visage, hésitait encore à s'y poser. Il semblait être parti très loin sur la route du temps. Il a dit « C'est une sacrée nouvelle ». Puis il a bu un peu de cognac et a ajouté « Alors Tige, tu veux pas boire à la santé de ton bébé ?» J'ai avalé un peu de cognac et je me suis étranglé. Ernestine m'a tapé dans le dos, puis elle m'a prise dans ses bras. Les larmes coulaient sur son visage. Elle m'a souri sans rien dire. « Depuis quand il est en route ?» a demandé papa. « À peu près 3 mois » a dit maman. « Oui, c'est ce que je pensais » a ajouté Ernestine à mon étonnement. « 3 mois » s'est exclamé mon père, comme si 5 mois ou 2 mois eussent été plus logiques et changé quelque chose à la situation.
Depuis mars, j'ai dit. Fonny avait été arrêté en mars. Pendant que vous couriez partout à la recherche d'un appartement pour pouvoir vous marier, a remarqué mon père, les questions se pressaient sur son visage. Questions qu'il aurait pu poser à un fils, un homme noir en est capable, je pense, mais pas à sa fille. À quoi bon s'en irriter? Les rapports père et fils sont une chose, les rapports père et fille en sont une autre. Ça ne sert à rien de s'aventurer trop loin dans ce mystère, qui est aussi compliqué que dangereux. Nous n'en savons pas assez sur nous-mêmes. Il vaut mieux savoir qu'on ne sait pas. On grandit ainsi avec le mystère, et le mystère grandit en vous. Mais de nos jours, bien sûr, tout le monde sait tout, et c'est pourquoi tant de gens sont paumés, surtout les Blancs. Mais je me demandais comment Franck accueillerait la nouvelle que son fils Fonny allait être père. Alors je me rendis compte que la première pensée de chacun était « Mais Fonny est en prison ». Voilà ce que penserait Franck. Il se dirait « Si un malheur arrive, mon garçon ne connaîtrait jamais son bébé ». Et Joseph pensait « Si un malheur arrive, le bébé de ma petite fille n'aura pas de père ». Oui, voilà la pensée, informulée, qui rendait l'atmosphère de la cuisine si lourde. Il fallait que je dise quelque chose, je le sentais, mais j'étais trop fatigué. Je me suis appuyé contre Ernestine, je n'avais rien à dire. « T'es sûr que tu veux ce bébé, Tish ?» a demandé mon père. « Oh oui, j'ai dit. Et Fonny aussi le veut. C'est notre bébé, tu ne comprends pas? Ce n'est pas la faute de Fonny s'il est en prison. Ce n'est pas comme s'il s'était enfui ou quelque chose de ce genre. Et... » C'était la seule façon pour moi de répondre à toutes ces questions qu'il n'avait pas posées. Nous avons toujours été unis, même quand nous étions petits, tu le sais. Et maintenant nous serions mariés si... Ton père sait tout ça, a dit maman. Mais il se fait du souci pour toi. Va pas t'imaginer que je te considère comme une mauvaise fille ou des bêtises comme ça, a repris mon père. Je te l'ai demandé parce que t'es si jeune et que... C'est moche, mais nous nous en tirerons, a dit Ernestine. Elle connaît mieux papa que moi. Peut-être parce que pendant très longtemps, elle a cru que notre père m'aimait plus qu'elle. C'est faux, et elle le sait maintenant. On aime des gens différents, de façon différente. Mais c'est ainsi qu'elle a dû voir les choses quand nous étions petites. Je donne l'impression de ne pas pouvoir m'en sortir toute seule. Elle donne l'impression que rien ne l'arrêtera. Si vous avez l'air vulnérable, les gens ne se comportent pas avec vous de la même manière que si vous avez l'air fort. Et comme vous ne voyez pas ce qu'ils voient, vous ne comprenez pas, et vous pouvez en être blessé. C'est peut-être à cause de ça que si s'était toujours planté devant le miroir quand nous étions gosses. Elle se disait « Je m'en fiche, moi, je m'aime ». Le résultat, naturellement, c'est qu'elle se donnait un air encore plus assuré, ce qui était l'opposé de ce qu'elle recherchait. Mais nous sommes ainsi faits, et c'est pour ça que nous sommes parfois si paumés. Mais elle est loin de tout ça maintenant. Elle sait qui elle est, ou du moins qui elle n'est pas. Et comme elle ne redoute plus un soulèvement de ses forces avec lesquelles elle vit, et qu'elle a appris à utiliser et à maîtriser, elle peut affronter calmement n'importe quelle situation. Elle peut donc couper la parole à papa, ce dont je suis incapable. Elle s'est écartée un peu de moi et m'a tendu mon verre. « Redresse la tête, ma sœur », a-t-elle dit en levant le sien. « Bénis soient les enfants. » Elle a ajouté d'une voix très calme et elle a vidé son verre. Maman a dit « Au nouveau-né » et papa a dit « J'espère que ce sera un garçon. » Ce sacré vieux Franck en crèverait de fierté. Il m'a regardé. « Tish, tu veux bien que ce soit moi qui le lui annonce ?» J'ai répondu « Oui, bien sûr. » « Bon, alors je vais peut-être faire un saut là-bas. »« Tu ferais mieux de téléphoner d'abord, a dit maman. Il n'est pas souvent chez lui, tu sais bien. »« J'aimerais drôlement être celle qui l'annoncera aux deux sœurs, a dit Ernestine. » Maman s'est mise à rire. « Joe, elle a dit pourquoi ne pas les appeler et leur demander de tous venir ici. » Merde, c'est samedi soir, et c'est pas tard, il y a encore plein de cognac dans la bouteille, et à y réfléchir, ça me paraît la meilleure façon de le faire. « D'accord, Tish, a demandé papa. »« De toute façon, il faut le leur annoncer, j'ai dit. » Papa s'est levé, m'a regardé un instant, fait aller décrocher le téléphone de la salle de séjour. Il aurait pu se servir de celui de la cuisine, mais il avait sur son visage cette espèce de sourire mauvais qu'il arbore quand il sait qu'il doit faire quelque chose et ne veut pas que vous vous en mêliez. Nous l'avons écouté former le numéro, c'était le seul bruit audible dans l'appartement. Puis nous avons entendu la sonnerie à l'autre bout du fil. Papa s'est raclé la gorge. « Madame Hunt, bonsoir Madame Hunt, ici Joe Evers. Pourrais-je parler à Franck? S'il est là, s'il vous plaît. Merci Madame Hunt. » Maman a grogné et fait un clin d'œil à 6. « Salut, comment ça va? Ouais, c'est Joe. Très bien, mon vieux, on fait aller. Dis donc. Quoi? Oui. Tish l'a vu cet après-midi, il va bien. Ouais, justement, mon vieux, nous avons plein de choses à discuter, c'est pour ça que je t'appelle. Non, je peux pas t'en parler au téléphone. Écoute, mon vieux, ça nous concerne tous. Oui, écoute, rengaine ce couplet, sautez tous dans la bagnole et arrivez. Maintenant. Oui, c'est ça, maintenant. Quoi? Écoute, vieux, j'ai dit que ça nous concernait tous. Y a personne d'habillé non plus ici. Elle peut venir avec sa foutue robe de chambre, je m'en fous. Ferme-la, connard, j'essayais d'être gentil. Merde, te vexe pas. Fourre-la dans la bagnole et fonce. C'est sérieux. Hé, apporte un carton de bière, je te le payerai. Ouais, écoute, maintenant raccroche ce putain de téléphone et ramène ton cul, je veux dire vos culs, en vitesse. À tout de suite, salut. Il est revenu en souriant dans la cuisine. Madame Hunt s'habille, a-t-il dit en se rasseyant. Il m'a regardé.
Il a souri à nouveau, un sourire merveilleux. Viens ici, Tish, il a dit. Viens t'asseoir sur les genoux de ton papa. Je me sentais comme une princesse, je le jure. Il m'a prise dans ses bras, m'a installé sur ses genoux et m'a embrassé sur le front. Il a ébouriffé mes cheveux, puis les a caressés très tendrement. Tu es une bonne fille, Clémentine. Je suis fier de toi. Ne t'avise pas de l'oublier. Elle risque pas, dit Ernestine, sinon je lui botterai les fesses. Mais elle est enceinte, s'est écriée maman, et nous avons tous éclaté de rire. Je sentais la poitrine de mon père tressauter contre mes omoplates, et ce rire exprimait une joie féroce, un soulagement immense. Malgré tout ce qui était suspendu au-dessus de nos têtes, j'étais sa fille. J'avais trouvé quelqu'un à aimer, et j'étais aimé, et il se trouvait soulagé. Cet enfant dans mon ventre était aussi, après tout, son enfant, car il n'y aurait pas eu de Tish s'il n'y avait pas eu de Joseph. Notre rire dans cette cuisine, c'était notre acceptation spontanée d'un miracle. Ce bébé était notre bébé. Il était en route, la main ferme de mon père sur mon ventre le soutenait et le réchauffait. Malgré tout ce qui était suspendu au-dessus de nos têtes, cet enfant serait protégé. L'amour qui nous avait permis de le concevoir nous l'apportait. Où cela nous conduisait, nous l'ignorions. Mais maintenant, Joe, mon père, était prêt. Plus que ses filles, cet enfant, d'une façon tragique, était le fruit de ses entrailles. Aucun poignard ne pourrait lui ôter la vie tant que cet enfant ne serait pas né. Il me sembla presque que l'enfant le devinait, cet enfant qui ne bougeait pas encore. Je le sentais presque tressauter contre la main de mon père, cogner contre ma poitrine. Une musique s'éleva en moi, et puis l'horrible nausée familière du matin m'envahit, et je laissai tomber ma tête sur l'épaule de mon père. Il me serra contre lui. Personne ne parla, puis la nausée se dissipa. Souriante, Sharon balançait sa jambe et me regardait. Elle a fait un nouveau clin d'œil à Ernestine. Celle-ci s'est levée. « Ne devrions-nous pas nous habiller en l'honneur de Madame Hunt ?» elle a demandé. Et le fou rire nous a repris. « Écoutez, faut que nous soyons aimables, » dit Joseph. « Nous le serons, » dit Ernestine. « Nous serons extrêmement aimables. Tu nous as bien élevés. Malheureusement, tu nous as jamais acheté de vêtements. » Elle s'est tournée vers maman. Alors que Madame Hunt et les deux sœurs, elles, c'est une véritable garde-robe qu'elles ont. Inutile d'essayer de rivaliser avec elle. Elle s'est rassise, l'air découragé. « J'avais pas une boutique de tailleur, moi, » a dit Joseph. Et il m'a souri.